Outre une attention spéciale accordée aux deux invités d'honneur, un hommage a été rendu à l'artiste flamand Mark Breking en présence de sa fille. Une occasion privilégiée pour découvrir l'homme derrière l'artiste. Il était très perfectionniste. Selon la presse, très très bon dessinateur. Et puis donc il a commencé par peindre les huiles. Il a fait les aquarelles, les eaux fortes, l'aérographe en dernier, l'aérographe en dernier. Et puis il a sculpté aussi du bois. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a aussi évidemment été très, très divers au niveau du style. Il a aussi bien travaillé les paysages, les portraits, que l'abstrait. Et puis aussi sur la fin, voir du fantastique. Mais il avait beaucoup, au niveau des amis et tout ça, il avait beaucoup d'amis. Ça se passait bien. Il aurait parlé, comme maman elle disait, un chien avec un petit chapeau. Voilà. Fin de compte, il est issu d'une famille bourgeoise, mais lui, il a été l'inverse de ça dans sa vie. Voilà. Et donc, c'est ce que je devais dire, que il a toujours vendu ses peintures, ses eaux fortes et tout, pas à des prix élevés, parce qu'il voulait que son art rentre aussi partout chez les ouvriers. Voilà, que l'ouvrier, il avait l'occasion d'avoir ça chez lui. Mais en Belgique, on n'a pas le même tempérament qu'en France. En Belgique, l'art rentre plus facilement à l'intérieur chez les gens, les ouvriers, et chez les gens, qu'en France. Parce que en France, les gens ils vont plutôt être axés sur une belle voiture, qu'en Belgique, ils aiment bien leur maison et leur intérieur, et l'art a sa place. Et aussi ce qu'il faisait, il faisait du troc. Donc ici il vendait pas avec de l'argent, il faisait du troc, ce qu'il avait besoin, un canapé ou n'importe, il faisait du troc. Voilà. Même pour un bateau, n'importe, il faisait du troc. Voilà. Pour son édition 2019, le CAPM a décidé de convier l'artiste carcassonnais Jean-Philippe Nabias à ce 8e Salon international de printemps. Les vertiges causés par ces tableaux procurent des sensations fortes à un très large public, allant du néophyte à l'amateur averti. J'utilise à ma façon la technique du dripping, qui est une technique qui est apparue à la fin des années 40 aux États-Unis par un artiste le plus connu qui existe américain, Jackson Pollock. Mais je me suis approprié cette technique et j'ai fait ça à ma manière. Donc c'est de la pure abstraction, mais j'y mets toute mon énergie quand je fais ces toiles-là. J'ai une idée en tête avant de faire la toile. Je ne fais pas ça n'importe comment. J'ai une vision de l'ensemble de la toile que je vais faire, une vision de couleur, d'harmonie de couleur, de cohérence, et je commence. Et c'est à moi à essayer de la faire, de la créer pour qu'elle corresponde à ce que j'avais imaginé. Alors c'est pour ça que je suis très attentif à ce qui m'entoure. C'est-à-dire que sans me rendre compte, il suffit que je roule en voiture et que je vois une belle publicité sur le bord de la route. Tout d'un coup, mon regard est attiré par ça. Je vois les associations de couleurs qui ont été faites et je les mets sans me rendre compte dans ma tête. Et je me dis, ils ont fait cette couleur avec celle-là, c'est super. Vous voyez ? C'est pas anodin. Et puis des fois, à ce moment-là, je les mets de côté et quand j'arrive chez moi, je monte à l'atelier. J'essaye de me rappeler ce que j'ai vu pour les associations de couleurs. Et tout d'un coup, je vois, quand je vois ma toile, je vois à peu près les zones où je vais pouvoir les mettre.
et évoluer là-dedans, rentrer dans la toile et ressentir ce que j'ai imaginé, quoi. Je fais mes toiles en plus. Comme je suis de la partie, je suis menuisier, ébéniste, donc je me fabrique les toiles, les châssis, les caisses américaines. C'est pour ça que je n'ai aucune norme de cadre. Je fais les dimensions que je veux. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai amené des différentes dimensions de toiles, en sachant que chez moi, j'en ai des très très grands formats. Et évidemment, cette technique-là veut qu'on ait des grands formats, parce qu'on s'implique dans la toile, on fait corps avec la toile. La gestuelle est très importante. Et d'ailleurs, c'est ça qui me plaît, moi, c'est de faire corps avec la peinture. Alors évidemment, je m'en mets partout, mais ça, c'est un autre détail. Et parce que quand on bouge sa main, son bras, pour faire des volutes, pour donner de l'énergie et pour donner une vibration à la peinture, parce que c'est bien joli d'accumuler de la peinture couche sur couche, mais il faut qu'il y ait une finalité en fait. Il faut que, voilà, je ne fais pas ça n'importe comment. J'essaie de donner de la profondeur dans les couleurs pour avoir un petit effet 3D, pour essayer de rentrer dans la peinture. Quand le visiteur voit une de mes toiles, il faut qu'il soit absorbé par la toile, c'est-à-dire qu'il se dise « mais qu'est-ce que je regarde là ?» Alors on prend un peu de recul, parce qu'elle demande à avoir du recul. Mais si on s'approche petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des détails. Et tout d'un coup, il y a un petit peu de vertige qui se provoque. Parce qu'on est un peu perdu, on ne sait pas ce qu'on regarde. Et c'est mon but. Il faut beaucoup de talent de magicien à Daniel Bligny pour ériger en œuvre d'art tout un capharnaüm de ferraille et d'outils malheureux, tout juste déchus de la sphère utilitaire. J'ai un CAP de serrurier forgeron quand j'ai eu 17 ans et j'ai travaillé chez un serrurier à Sarlat et il n'était pas trop pédagogue, du coup il m'a dégoûté du métier et à 21 ans je suis parti à la poste, comme on dit, je suis monté. Mais maintenant, à la retraite, disons que ça fait une dizaine d'années que je fais ça, eh ben, le métier que j'ai appris me resserre parce que souder, percer, tout ça, c'est des gestes que j'ai appris et c'est pour ça que je me suis orienté sur la sculpture ferraille. Car au départ, j'étais plutôt sculpteur sur bois. Et quand j'ai vu un travail de Yves Boyer qui faisait la même chose mais sur ferraille, ça m'a inspiré et j'ai dit pourquoi pas moi puisque je sais travailler la ferraille. Donc voilà, je suis parti là-dessus et le bois, je l'ai laissé complètement de côté. Voilà, je travaille plus qu'avec la ferraille. Moi, je pars d'une forme, comme je dis, je ne fabrique pas, j'assemble. Donc c'est les formes qui me dictent la sculpture future, vous voyez. Voilà, c'est ça. Et au départ, c'était surtout avec des vieux outils, des petites sarcelles, des fourches, tout ça. Et petit à petit, je m'oriente aussi vers la sculpture abstraite. Voilà, ça paraît simple, l'abstrait, mais c'est pas aussi simple qu'il paraît. L'imagination, je l'ai et maintenant, je m'interdis rien. Voilà, je m'autorise tout, quoi, disons. En guise de raccourci imparable, Sylvia Karl Marquet, quant à elle, s'attache à dépeindre la condition humaine grâce à un détour par le monde animal. J'essaie de traduire tous les travers de l'homme en me servant de l'animal parce que c'est plus facile effectivement et je fais une satire de la société et du monde qui nous entoure. Alors chacun peut y reconnaître des personnages connus ou pas, après chacun fait sa propre histoire. Mais moi je pars d'une histoire comme un scénario de film en fait. Je m'invente une histoire avant de commencer ma toile. Et puis après, voilà, ça évolue. Alors, il y a un petit clin d'œil qui est fait avec des costumes qui existent dans des toiles de musée, qui sont le point de départ de ma peinture. Et puis après, moi, je crée tout l'environnement. J'invente absolument tous les extérieurs, les livres qu'on retrouve souvent, plein de symboles, la cocotte en papier pour le jeu, l'œuf avec la naissance, point d'interrogation. Et chaque toile est signée avec une petite coccinelle en point final qui est mon symbole. La toile est terminée quand je mets la petite coccinelle, qui est le symbole du bonheur en fait.